Honorable Kolela, bonjour. Bonjour Dixon. Parlons un peu des fosses communes au Kasaï. Il y a déjà 17 fosses communes découvertes. Quelle est votre réaction en tant qu'élu du peuple? Oui, merci beaucoup. C'est avec beaucoup de larmes et d'amertume que je vis même les images. Les images qu'on montre nos propres militaires, notre propre gouvernement qui était censé nous sécuriser et nous protéger, en train de tirer à bout portant sur nos propres enfants de moins de 12 ans. C'est très choquant et c'est inhumain. Avec cette façon de faire les choses, je suis arrivé à une conclusion selon laquelle plutôt, peut-être que Dieu a créé certaines personnes pour servir des combustibles en enfer. Parce que c'est inconcevable qu'une armée régulière se donne le luxe et le courage de considérer les propres fils du pays comme des jouets, comme des victimes de dessins animés, alors que ce sont les êtres humains créés à l'image de Dieu qu'on était censé protéger. Vous comprendrez avec beaucoup de douleur que moi, que notre armée manque de munitions pour aller tirer sur les ADF NALU qui tirent à l'Est, mais elle trouve des munitions pour tirer sur les enfants. Je ne parle pas même des adultes, je parle des enfants sans moyens de défense. Et aujourd'hui, si on dénombre environ 17 fosses communes, si je lis très bien l'histoire de ces pays, il n'y a jamais eu un dictateur qui est arrivé à ce niveau-là et est resté au pouvoir. 17 fosses communes, Lambert Mende, au nom du gouvernement, il dit qu'il n'y a jamais eu de tout cela. Il est en train de mentir aux yeux de l'humanité tout entière et le monde est calme jusqu'à ce jour. Devant cette situation, j'interpelle les consciences des uns et des autres. La question des fosses communes, la question de mort de nos enfants n'a pas de couleur politique. C'est question des compatriotes qui sont en détresse, qui sont en souffrance, dont notre propre armée a levé la vie trop tôt. Il ne faut pas qu'il y ait l'injustice, il ne faut pas qu'il y ait des sentiments. J'interpelle la conscience des uns et des autres. Les enfants sur qui on a tiré peuvent être tes propres enfants, ils peuvent être tes cousins ou tes nièces qu'on a tués quelque part. Donc nous tous, nous devons prendre ces problèmes à bras le corps pour que nous puissions les dénoncer et que les coupables soient punis. Donc ça ne nous arrange pas dans une république qui s'appelle démocratique du Congo, alors qu'il n'y a rien de démocratie. On est en train de tirer sur les pauvres enfants qui n'ont rien à voir avec la politique. Donc le pouvoir est en train tout simplement de lubrifier son pouvoir avec le sang des innocents. En tant qu'élu du peuple, que faire pour éviter ces drames dans l'avenir? Pour éviter cela, vous savez très bien que déjà au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait une motion, une question orale avec débat adressée au ministre, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et qu'il était promis qu'une solution serait trouvée. Pour éviter pareille situation, on ne ramasse pas les militaires ou les policiers n'importe où. Les policiers et militaires, ce sont les gens bien formés qui savent leur mission. Ils doivent être bien éduqués, ils doivent savoir que les balles dont ils sont en train d'utiliser, on les achète avec l'argent du contribuable. C'est question d'éducation et de bonne formation. Si vous regardez dans les vidéos qui sont en train de passer sur le net, ce sont des gens qui trouvent plaisir sur la mort des autres et sur la souffrance des autres. Ça, on ne peut pas considérer ça comme des véritables militaires. Ce sont des gens qu'il faut éradiquer de notre armée. Notre armée doit être composée de gens qui sont suffisamment éduqués et qui connaissent les limites de leurs droits. On ne peut pas se permettre d'aller tuer sur une population innocente comme ça et trouver plaisir, faire des cris comme si vous êtes en train de faire les victimes de dessins animés. Mais aujourd'hui, Mende demande toute accusation contre les FARDC. Il dit que non, c'est le comportement des villageois sur place qui enterrent les gens comme ça sans toutefois avoir des cimetières. Depuis quand est-ce que la parole de Mende peut être une parole de confiance et de sérieux? Ici, dans cette république, si on connaît qu'il y a un monsieur qui soit un menteur, vous le savez très bien qu'il y a le mendélisme qui existe. Alors, si Mende existe aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il a développé la capacité de résister devant la honte. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les Kasaï, tout le monde le sait, il y a des images. Nous ne sommes pas à l'époque de la pierre taillée où il peut dire des choses sans que chacun ne puisse pas avoir le temps de les vérifier. Aujourd'hui, si la communauté internationale exige qu'il y ait une enquête internationale, s'il y a des députés qui réclament qu'il y ait une enquête neutre, c'est parce qu'il y a de véritables problèmes et que nos enfants sont en train de souffrir. Il y a des cris d'alarme et d'exaspération à travers la République, particulièrement à travers le Grand Kasaï.
Et si Mende prend plaisir à trouver joie sur la souffrance des autres, nous le disons que nous, ça nous fait mal et que nous sommes en train de souffrir. La parole de Mende n'est pas une parole d'évangile, ce n'est pas la première fois qu'il va mentir. Plusieurs fois, il l'a déjà fait et c'est déjà contredit. Et nous voulons qu'il y ait une enquête internationale neutre pour départager ce que Mende est en train de dire et ce que la population est en train de tirer comme sonnette d'alarme. Honorable, aujourd'hui parlons un peu du dialogue au centre interdiocésain. Quelle chance donnez-vous à ces dialogues? Merci beaucoup. Nous devons d'abord commencer par savoir comment sommes-nous arrivés à ces dialogues. Nous sommes arrivés à ces dialogues parce que nous sommes victimes de l'irresponsabilité de ceux-là qui étaient censés nous amener au respect de la Constitution. La Constitution a fixé le mandat du chef de l'État à 5 ans, non renouvelable une seule fois. Au deuxième mandat, le chef de l'État devrait partir en principe depuis le 19 septembre 2016. Et il était dans l'incapacité d'organiser les élections, non pas une incapacité accidentelle, mais une incapacité organisée et entretenue par lui-même pour se pérenniser au pouvoir, parce qu'il a peur de ne pas être protégé par les immunités du président de la République, compte tenu de sa propre gestion et des bavures que lui-même peut-être pourrait reconnaître. Alors, l'argent pour faire les élections, il y en avait. Parce qu'aujourd'hui, on présente le problème d'argent. Le Parlement a toujours voté chaque année depuis 2012 un budget avec 250 millions de dollars réservé à la CENI pour cette fin. Mais vous comprendrez avec beaucoup de soucis qu'au lieu de donner l'argent à la CENI, le gouvernement en complicité avec son autorité morale prenait soin d'exécuter certains projets non budgétisés. On a acheté 2 avions qui n'ont pas été dans le budget, peut-être tous les 4. On a construit Bukangalonzo qui n'était pas dans le budget. Donc la stratégie du gouvernement était de dilapider le peu de moyens que nous avons pour les élections pour les affecter à autre chose. Non seulement affectés à autre chose qui sert d'intérêt commun, mais aussi il y a plusieurs rapports des ONG tant nationales qu'internationales qui accusent les proches du président de la République et des membres du gouvernement d'avoir mis certaines sommes colossales d'argent à l'île de Panama. Vous connaissez l'affaire Panama Papers. Vous savez très bien qu'au niveau du Parlement, il y a une enquête minutieusement menée plutôt, qui a prouvé noir sur blanc comment certains ministres, certains cadres de la majorité présidentielle ont dilapidé l'argent de la République en ce qui concerne les dossiers FPI. Et nous avons même proposé qu'on puisse arrêter, parce que le président de la Chambre basse a été instruit pour saisir la justice pour qu'on arrête le numéro 1 du FPI. Tout ça, c'est l'argent de la République qu'on était en train de dilapider. Et aujourd'hui, nous présenter qu'il n'y a pas l'argent, nous, au niveau de l'UDPS, nous avons accepté qu'au lieu de mettre le feu aux poudres, il était nécessaire que l'on puisse négocier une sortie honorable et pacifique du président de la République qui, en principe, à ce jour, ne devrait pas continuer à gouverner, étant donné l'article 220 qui a verrouillé les nombres et la durée de son mandat. De bonne foi, nous l'avions fait et courageusement, nous avons dit à notre population de garder silence pour attendre ce que donnerait ce dialogue. Aujourd'hui, le dialogue, l'accord a déjà été signé depuis les 31, ça fait 3 mois passés que nous sommes en train de tourner comme si nous faisions la rotation autour du soleil, tout simplement parce que le chef de l'État, fort de son expérience, parce que regardez bien, nous sommes à Sun City, le chef de l'État n'a pas hésité de sortir avec un groupe de gens pour aller faire les accords de cascade, alors que la nation était en train de négocier pour l'avenir de la République. Le chef de l'État n'a pas hésité de ne pas mettre en application une seule résolution de concertation, alors qu'il l'a présenté devant le Congrès. Le chef de l'État n'a pas hésité à cracher sur l'accord de 18. Et aujourd'hui, s'il n'applique pas l'accord du 31, donc c'est son comportement, je viens de vous prouver noir sur blanc, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais respecté ni sa propre parole, ni sa propre signature avec les éléments que je viens de vous étayer. Et aujourd'hui, nous disons qu'il y a un accord. Et l'accord dit que le rassemblement présente le au singulier, Premier ministre. Et aujourd'hui, de quel droit? Sur base de quel article de la Constitution? Sur base de quel livre dans l'humanité le chef de l'État se base pour exiger 5 ou 3 noms au niveau du rassemblement? Si, entre guillemets, le chef de l'État avait le pouvoir discrétionnaire, mais je vous informe qu'il a vendu son pouvoir discrétionnaire en signant l'accord du 31, parce que dans l'accord, on dit que c'est les rassemblements qui donnent le Premier ministre. Donc son pouvoir discrétionnaire se limite à partir du moment où il a signé l'accord du 31. Donc tous les faux fuyants que les gens de la majorité sont en train de nous présenter, c'est une manière de nous embourber
pour que nous puissions traîner le temps, alors que, selon l'accord, il faut qu'il y ait les élections d'ici décembre 2017. Est-ce que croyez-vous dans ces 8 mois-là qu'il y aurait des élections? Parce que nous comptions de blocage en blocage. Il n'y a pas encore eu signature des arrangements particuliers ou pas. Croyez-vous vraiment à ces élections? S'il n'y aura pas signature des arrangements particuliers, je viens de vous démontrer noir sur blanc de quel côté vient la mauvaise foi. Et que faire? Ce qu'il faut faire au jour d'aujourd'hui d'abord, c'est qu'en principe, qu'il y ait signature ou pas des arrangements particuliers d'abord, cela n'excuse pas qu'il n'y ait pas élection au mois de décembre. Parce que l'argent du contribuable entre dans les caisses de l'État, la CENI est en train de faire correctement son travail, donc l'arrangement particulier n'a pas suspendu les travaux des uns et des autres. C'est-à-dire chacun est en train de travailler. Arrivé en décembre, s'il n'y a pas élection, la conséquence qui sera tirée, c'est que le chef de l'État n'aura plus un autre discours ou une autre excuse à présenter et devant la communauté nationale et internationale. Parce que c'est de sa propre turpitude qu'il y aura ces blocages-là. Alors, nous, au niveau du rassemblement, nous disons que, qu'il le bloque ou pas, la population va se prendre en charge. Parce que j'ai suivi le secrétaire général de mon parti, UDPS, qui a parlé que d'ici les 28, s'il n'y a pas cette signature, nous allons nous décider. De toutes les façons, M. Kabila, s'il est là au-delà du 19 décembre, c'est sur base de l'accord, ce n'est pas sur base de la Constitution. Personne ne peut justifier l'existence de M. Kabila sans ingénierie politique. Il n'y a que, la Constitution ne peut plus justifier. C'est l'accord qui a fait à ce que Kabila puisse rester. S'il n'y a pas signature de cet accord, si on ne peut pas mettre cet accord en application, c'est que M. Kabila n'est plus aussi président de la République, parce que c'est ce qui fonde maintenant son soubassement. Donc il est en train d'essayer l'arbre sur lequel il est assis. Alors, ici, il est question de courage. Je dirais à mon peuple qui va me suivre, la République démocratique du Congo n'est pas un bien privé réservé au chef de l'État, que quelqu'un lui a cédé, qu'il peut faire ce qu'il peut faire parce qu'il est président. S'il est président aujourd'hui, c'est parce que nous sommes environ 80 millions de citoyens. Il faut une personne pour nous gouverner. Et alors, toutes les démocraties, toutes les indépendances, toutes les libertés ont toujours eu un prix. Nous n'aurons pas peur de mettre en opposition nos propres corps et nos propres âmes devant le char que Kabila pourra nous présenter. C'est-à-dire, là, vous évoquez l'article 64. L'article 64 nous donne le droit de lui faire échec. Et si nous avons mis cet article-là entre parenthèses en attendant que les négociations avancent, mais comme la mauvaise foi vient d'être prouvée, et courageusement nous disons que nous allons affronter le problème, et je demande à chaque citoyen d'être sur le qui-vive. Cette affaire te concerne toi aussi. Si toi tu ne dis pas quelque chose, rien ne va avancer. Dans l'affaire de la République, il n'y a pas les spectateurs et les acteurs de l'autre côté. Nous tous, nous devons être acteurs pour le bien et de nous-mêmes et le bien de nos enfants. Si nous n'agissons pas aujourd'hui, nous sommes en train de piéger notre présent et notre avenir. Donc, demain, d'autres générations, si nous n'agissons pas, il nous classera au bas de l'échelle des créatures humaines. Alors, nous n'avons pas le droit de laisser qu'on puisse nous qualifier des hommes inachevés parce que nous ne sommes pas à mesure d'agir dans le sens de trouver solution à nos problèmes. Le peuple de l'humanité tout entière a réussi à tracer les cartes de leur monde parce qu'ils ont revendiqué leurs droits. M. Kabila est au pouvoir, ça fait 16 ans. Rien n'a marché. De quel droit il va vouloir rester alors qu'il est déjà sénateur à vie? Qu'est-ce qu'il cherche encore d'autre? Alors nous devons nous prendre en charge pour nous assumer. Il est vrai qu'il y aura des conséquences dans tout ce que nous devons faire comme acte parce que nous avons affaire à la dictature, mais c'est Dieu seul qui décidera de notre sort. On n'aura pas plus tard qu'hier, seulement au centre interdiocésain, le ministre Chadari a évoqué un problème. Pour eux, la mort du président Tshisekedi suspend aussi la présence, c'est-à-dire la viabilité de la CENSA, c'est-à-dire comme il est mort, la CENSA doit être supprimée. Quelle est votre réaction? J'ai honte. C'est trop ahurissant. C'est trop ahurissant. Si M. Chadar pourra avoir l'occasion de me suivre, comme vous avez cité son nom, je me permets aussi de le citer. On est en train de régler le problème de la République. Le problème de la République ne se règle pas avec la présence ou la disparition
d'un homme, même du président Tshisekedi. C'est le problème de la République. On ne résolvait pas le problème du président Tshisekedi. On résolvait le problème de la République. Comment voulez-vous qu'une nation puisse réfléchir en termes d'accords, en termes de lois, en termes de noms de personnes? C'est ridicule, c'est ahurissant. Le Conseil national de suivi a tout son sens parce qu'il y aura un gouvernement qui a besoin d'un organe qui doit le contrôler. C'est pour l'organisation ou la tenue des élections à venir. Que le président Tshisekedi soit vivant ou pas, les élections doivent se tenir. Donc, il veut nous faire croire que le président Tshisekedi est parti avec les élections, le président Tshisekedi est parti avec la démocratie, le président Tshisekedi est parti avec la mission du gouvernement qui sera installée. Donc, M. Chadari et ses siens sont en train de croire que le dialogue, c'est une affaire de copains qui sont en train de causer, ils sont en train de tourner comme une rotation autour du soleil. Je lui dis non, messieurs. Et si on ne résolvait pas le problème du président Tshisekedi, on résolvait le problème des 80 millions de Congolais, on résolvait le problème de notre démocratie qui est prise en otage par son autorité morale. Et s'il réfléchit comme ça, je regrette, je pense qu'un jour, la nation tout entière le jugera et le jugement sera très sévère vis-à-vis des personnes qui réfléchissent en termes du présent seulement et non pas en termes de génération. C'est regrettable. Honorable, c'est toute la première fois que nous sommes rencontrés pour l'émission depuis que le président du parti, le patriarche Tshisekedi, nous a quittés. Quelle pensée avez-vous sur sa personne depuis qu'il nous a laissé quitter, la façon dont vous le connaissez, c'est-à-dire un petit témoignage pour vous? Le président Tshisekedi, c'est un homme hors du commun. Nous sommes 90 millions de Congolais au plus fort de la dictature de Mobutu. Une dictature sanglante, la plus perfectionnée de l'humanité. Nous étions dans une situation où même nos propres parents étaient dans la peur de citer le nom de Mobutu, même lorsqu'ils étaient seuls dans une toilette. Nous étions dans une période où le sacrifice de Jésus dans nos maisons était remplacé par l'effigie de Mobutu. Tout le monde dansait à l'honneur du gris éclairé. Un homme a eu le courage de dire que non, nous ne pouvons pas avancer dans ce sens-là. Il a pris le risque de faire ce qui est considéré aujourd'hui comme le premier pas de ce qu'on peut considérer comme la démocratie au Congo. Il est difficile de parler du terme démocratie au Congo sans associer ce terme au nom de Tshisekedi. Cet homme a mis sa vie entre parenthèses pour le bonheur des autres, pour le bonheur de la République. Tshisekedi était devenu pour nous tous, ce nom-là était devenu l'essence de l'orgueil national. Même si vous êtes devant les étrangers, vous êtes devant la communauté internationale, quand on cite le nom de Tshisekedi, vous sentez en vous un homme orgueilleux et vous vous rassurez que non, vous êtes véritablement congolais. Sa mort, c'est une très grande perte pour nous. Il n'y a personne qui peut le remplacer. La seule chose qui peut le remplacer, c'est l'unité de l'opposition, c'est l'unité de son parti. Donc, Tshisekedi a sacrifié la vie de ses enfants, il a sacrifié presque même sa femme, parce qu'il avait un objectif à atteindre, le bonheur des uns et des autres. Et aujourd'hui, il est mort. Je suis en train de regretter que notre propre gouvernement ne puisse pas reconnaître ses mérites. La population est en train d'exiger que le président Tshisekedi soit enterré avec honneur dans un endroit qu'il mérite par rapport au sens du combat qu'il a livré. Dixon, tu peux me dire que la République démocratique du Congo, Kinshasa, manque l'espace. L'espace qui mérite d'être érigé. Un mausolée pour un homme qui a pris autant de risques pour la République. On va aller jeter mon président dans un cimetière commun qui, avec le temps, pourrait être rasé comme les autres cimetières. Aujourd'hui, juste pour enterrer le président, il faut que nous passions 52 jours déjà passés et que le gouvernement puisse se comporter comme un gouvernement de la République de Gondwana. Est-ce que c'est l'espace qui manque? S'il n'y avait pas d'espace, que nous étions un pays sans espace, je pouvais peut-être comprendre. Mais ici, il est question de la mauvaise foi. S'il n'y aura pas de mausolée pour le président Tshisekedi, il n'y aura pas de mausolée pour le reste des Congolais. Ça, vous devrez vous rassurer. Il n'y aura pas un autre mausolée dans cette République. Tout le monde sera enterré dans le cimetière commun. Alors, nous devons tirer les conséquences. J'encourage les combattants qui n'ont pas cédé à la pression
de ces maîtres corrompus de ce monde et qui veulent que les choses soient faites de manière correcte. Et j'encourage mon parti à garder la position ferme pour que Tshisekedi soit enterré avec l'honneur digne de son rang par rapport à ce qu'il a donné à chaque citoyen. Tshisekedi n'a pas lutté pour sa famille, il n'a pas lutté pour lui-même, il n'a pas lutté pour notre génération seulement, il a lutté pour les générations à venir et pour tout le monde. Alors, il a droit à être honoré. Sans cela, nous n'avançons pas. C'est la fin de notre entretien honorable. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et je demande aux citoyens congolais d'honorer la mémoire du président Tshisekedi, non pas en pleurant, mais en agissant. Merci.